Nous allons maintenant passer sur un côté plus académique. Nous avons le professeur Soumata, professeur d'économie, qui va donc nous dire un mot et lui va nous apporter un regard analytique en fait sur le secteur de l'économie informelle et l'économie souterraine. Professeur, à vous. Ok, oui, merci beaucoup, professeur, mes chers collègues. Je commencerai par remercier les organisateurs, l'ONEC en particulier, et aussi mon collègue, le prof Niemboué, de m'avoir associé à cet exercice. Alors, il m'a été demandé de porter un regard analytique sur le secteur informel et l'économie souterraine dans le cadre de la RDC. J'avais travaillé sur le secteur informel il y a quelques années, plus de 10 ans, voire 20 ans. À l'époque, d'ailleurs, lorsque les études préliminaires étaient faites, à la sortie justement des rapports du BIT en 72, et par la suite, justement, une attention particulière a été portée sur les questions de l'économie informelle. Alors, là, c'est un peu, je reviens un peu à mes anciens amours pour en parler un peu. Et je vais un peu repréciser certains termes au départ, parce que ma présentation sera articulée autour de 3 points, 3 temps forts, si je puis dire. Le premier point, c'est de faire un peu un rappel par rapport aux définitions préalables. Le deuxième, c'est porter un regard sur les liens entre l'économie informelle et la dynamique économique de manière générale, l'apport de l'informel à l'économie. Et enfin, quelques recommandations. Alors, certains termes ont été déjà reprécisés, mais il me paraît primordial de repréciser un peu la notion de secteur informel au départ. Au départ, d'ailleurs, c'était les anthropologues qui étaient censés analyser ça. Les économistes n'avaient pas abordé ces problèmes. Alors, le BIT en 72 a essayé de repréciser les concepts en donnant une définition qui est un peu précise, n'est-ce pas? Et c'est cette définition qu'on a retenue. Le secteur informel répond aux critères suivants: technologie adaptée et à forte intensité de main-d'œuvre, facilité d'entrée, marché de concurrence sans réglementation, recours aux ressources locales, propriété familiale des ressources, activité à petite échelle et qualification acquise en dehors du système scolaire officiel. C'est important de repréciser effectivement ces concepts. Pourquoi? Par la suite, effectivement, on a tendance à mélanger, si on peut dire, les termes, parce que lorsqu'on parle du secteur informel, il ne s'agit pas de l'économie souterraine. On doit être d'accord de ce point de vue. Pourquoi? L'informel renvoie, n'est-ce pas, aux activités, on va dire, licites, n'est-ce pas, des activités licites, mais qui se déroulent un peu en dehors des instances officielles, mais parce que l'État n'est pas peut-être assez performant, l'État a des insuffisances et des activités se développent à la marge. Alors que les activités illicites ou l'économie souterraine renvoient aux activités qui sont des natures pernicieuses, si vous permettez le terme. On parle de trafic, de la production et du trafic de la drogue, en l'occurrence, la vente ou les ventes illicites des minerais, et j'en passe. Alors, ce qu'il faudra, c'est de se dire que dans une société où l'informel prédomine, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes dans la mesure où les ressources circulent en dehors des instances officielles et la fiscalité en pâtit, si je puis dire. Donc, la question fondamentale de se dire, faut-il formaliser l'informel? Là aussi, il faudra y aller petit à petit, parce que la définition de l'informel doit être précisée, parce qu'on ne doit pas formaliser ce qui par essence est informel. Ça renvoie même à la définition du secteur informel. Le secteur informel est souvent analysé comme un secteur de transition. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai non plus, puisque le secteur informel est complexe et hétérogène. En fait, dans les années 90, Gary Field avait analysé la complexité du secteur informel en disant que
ça servait des fois des transitions pour des emplois formels, mais ça peut être aussi, en fait, un secteur des secours où les agents, en fait, s'y retrouvent par rapport aux ressources qui peuvent être aussi importantes. Et à un certain moment, on l'a vécu aussi en RDC, par rapport aux ressources au niveau du secteur formel qui périclitaient, les revenus qu'on pouvait tirer du secteur informel pouvaient être assez consistants. Donc, on pourra différencier dans les secteurs informels. Il a parlé d'un secteur à bas étage et un autre secteur au haut de l'étage où on pouvait effectivement avoir des résultats ou des revenus qui sont intéressants. Ok? Alors, sur la question justement de la transition, il faudra concevoir le problème par rapport à un système qui ne crée pas assez d'emplois. En RDC, en l'occurrence, on pourra retrouver des diplômés au niveau du secteur informel parce que, justement, le chômage atteint des degrés qui sont faramineux. On l'a vu récemment, on va dire il y a quelques années, en RDC, les WEWA qui procurent un service à la société, le transport, mais vous y retrouverez dans ces domaines des gens qui sont peut-être diplômés, mais qui n'ont pas pu accéder à l'emploi formel. Les WEWA, ce sont des motoristes, des jeunes, des motards, si on peut dire, qui sont dans les transports. Je pense que à Kinshasa, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur. Je me rappelle, j'étais à Bujima il y a peut-être 8 ans. Le chômage commençait à sévir dans cette ville. Mais par la suite, justement, la plupart des jeunes ont déferlé sur Kinshasa. Ils se retrouvent maintenant dans les domaines du transport urbain avec leur motocyclette, si je puis dire. Donc, je pense que tout le monde est au courant de la situation. En fait, c'est un service à la société parce qu'effectivement, l'informel est lié au service. Donc, on va parler de l'apport de l'informel par rapport aux services qui sont pas peut-être pourvus par l'État et il s'est créé justement des brèches où des agents peuvent s'insérer et produire un service à moindre coût dans la plupart des cas. Okay? Donc, les individus se retrouvent dans ces secteurs par rapport aux revenus générés parce que au niveau du formel, ils n'ont pas assez d'espace pour trouver un travail. Si on regarde sommairement les créations d'emplois au niveau du formel, la tendance est à la baisse depuis quelques années, n'est-ce pas? Ici, on peut me parler des décennies. Dans une étude que j'avais faite il y a quelques années, on avait d'ailleurs élevé sur 9 jeunes diplômés qui intégraient le marché du travail, il y avait à peu près 100 personnes qui pouvaient trouver un emploi. D'où la marge de manœuvre du secteur informel qui est importante. Alors pourquoi l'État doit mettre en place des politiques d'appui pour canaliser en fait les ressources qui transitent par les secteurs informels? Par rapport au chômage, bien entendu, parce que le chômage bat son plein, en RDC en l'occurrence, il faut créer des emplois et le secteur informel peut servir d'appoint si on parle d'une certaine formalisation du secteur informel. Il y a un manque à gagner du point de vue de la fiscalité. Lorsque l'informel atteint plus de 80% de la population, donc ça pose un problème. Les emplois qui devraient servir à l'État quelque part pour percevoir des impôts, n'est-ce pas, passent à côté. Donc il y a un manque à gagner considérable de ce point de vue. Donc il faudra y aller progressivement. Alors comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas formaliser ce qui par essence est informel, mais on peut y aller mollo en procédant par exemple aux politiques d'appui. Et les politiques d'appui peuvent être le fait justement de la formation à la comptabilité, formation à la gestion, puisque ces unités de production commerciale ne tiennent pas d'habitude des comptabilités formelles. Donc on peut les aider dans ce sens. On peut les aider par rapport aux ressources. Si on regarde la structure même du secteur informel en RDC et dans la plupart des pays en développement, l'accès au crédit est limité. On va dire, ce sont des fonds personnels, ce sont effectivement des aides familiales. Donc l'État peut accorder des garanties à ces unités de façon
à réduire un peu les risques bancaires qui, effectivement, ne peuvent pas être supportés par les banques traditionnelles. Donc, formation à la gestion, appui, effectivement, par rapport à l'accès au crédit. On peut aussi envisager des systèmes de sécurité sociale qui peuvent être, en fait, des appuis essentiels. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire de ce point de vue. L'informel existe, c'est un service à la société, mais il faudra effectivement encadrer et canaliser les ressources parce que le formel est lié aussi au système financier informel. Les prêts qui proviennent des sources qui sont à la marge ont des coûts qui sont prohibitifs. Si on regarde, donc avec ces coûts, on ne pourra pas avoir de taux de rendement ou de retour sur investissement qui sont considérables, d'où la nécessité d'avoir une politique orientée vers l'accès au crédit facile. Voilà un peu ce que je voulais dire, chers amis et chers collègues. Ok, merci en tout cas. Merci non seulement pour le contenu, mais aussi pour la concision. Comme vous savez, nous devons rattraper le retard. Alors, comme j'ai dit, ces contenus seront publiés. Vous aurez à pouvoir davantage vous imprégner de ces sujets. Nous n'allons malheureusement pas avoir la séance de questions-réponses pour ce panel. Pourquoi? Parce que ce panel, son importance, en fait, c'est pour annoncer ce qui va suivre, la digitalisation, qui notamment est un moyen pour formaliser l'économie. Donc, il fallait au préalable que nous nous mettions d'accord sur ces concepts. Je vais donc remercier le professeur Claude Soumata, monsieur Jean Amissi et monsieur Biadounia. Un tout grand merci. Alors, pendant qu'ils sont en train de quitter la plateforme, je vais demander à la technique d'apprêter les présentations pour le panel qui va suivre et aussi de changer les noms. Merci, nous pouvons les applaudir. Merci beaucoup.